Je m'appelle Olga Madjinogi, j'ai 22 ans. Je suis actuellement étudiante en 3e année de relations internationales à l'Université de Genève. Je suis arrivé à Genève en 2003, en octobre 2003 pour la rentrée académique. Diop Mohamedou. Jamel Dongo. Je suis originaire du Tchad. 3 ans et demi de formation à l'école d'ingénieurs de Genève. Je viens fraîchement du Sénégal. Je suis arrivée en Suisse en 1994. Aujourd'hui, j'exerce au Cameroun. Ça n'a pas été facile de rentrer après la formation, mais j'ai décidé de faire le pas. J'avais un peu mal d'entendre dire que l'ingénieur a demandé que tu fasses ça ou ci ou ça. Et j'ai décidé de trouver une école de formation qui me permettrait d'obtenir un diplôme d'ingénieur. Parce qu'au Tchad, on était peut-être une quarantaine d'enfants dans une petite classe. Et en arrivant ici, c'était déjà des effectifs plus petits. Donc ça, c'était déjà un gros changement. Pourquoi tu es parti de Genève? Dans mon contrat d'études, là, c'était marqué qu'à la fin de mes études, je m'engage à quitter la Suisse. J'habite avec un frère qui est là depuis 2 ans. Donc, ouais, il m'a facilité beaucoup de choses. J'ai reçu un papier de l'État de Genève qui me disait, maintenant que vous avez fini, il m'avait dit comme à l'époque il me restait 30 jours. Quand je sors de la maison, écoutez, là c'est autre chose, il faut affronter la vie. Je pense que aussi je me suis préparé à cela. J'étais déjà bien informé de la situation, ce qui fait que je me suis pris un peu à l'avance de faire une demande d'immigration pour le Canada. J'avais travaillé pendant 6 ans au Cameroun, j'avais dû cotiser pendant des années pour me payer le voyage et afin d'aller étudier en Suisse. Et si je retournais tout de suite après mes études, il n'y a rien qui me rassurait qu'au retour, j'avais un emploi qui valait au moins ce que j'avais avant. Si on avait des cours, par exemple, d'éducation sexuelle, ça c'est quelque chose qui au Tchad, il n'y a pas du tout. C'est vraiment de l'ordre du privé. C'est pas le système éducatif qui s'en occupe. Donc ici, ça se passe vers la 4e année. Donc ils demandent une autorisation justement aux parents avant de suivre ces cours. Et pour mes parents, c'est vrai qu'au début, ça avait posé un problème parce qu'eux, ils se sont dit mais c'est pas possible, comment est-ce qu'on peut enseigner ce genre de cours ici? C'était pas du tout compréhensible pour eux. Aussi, il y a le revers de la médaille. Hein. Vous voyez, quand tu rentres, comme je l'ai fait, il faut vraiment être à la hauteur de tes moyens pour pouvoir tenir. Sinon, tu peux te faire péter la tronche, comme dirait un Suisse. Ouais. Est-ce que le fait d'être architecte, ce n'est pas justement un avantage? Bon, c'est aussi ce que je pourrais dire à ceux qui vont suivre ce reportage. J'ai beau parler, mais je parle de mon domaine, de l'architecture. C'est un boom actuellement au Cameroun. Peut-être d'ici 10 ans, peut-être l'architecture n'aura même plus de sens. Peut-être on ne va même plus chercher des architectes. Mais pour le moment, jusqu'en 2000, je suis sûr, d'après des petits séminaires que j'ai eu à participer, horizon 2030, le Cameroun est encore en construction, on va construire. Quand tu arrives au Canada, est-ce que tu es directement opérationnel dans le domaine de l'emploi là-bas? Le diplôme, je vais dire, de ce point de vue, c'est une perte. C'est une perte énorme encore que d'avoir étudié, d'avoir passé ces années à étudier en Suisse comme j'ai fait, et d'arriver ici au Canada, de me retrouver avec un diplôme suisse qui n'a aucune équivalence professionnelle, qui ne répond à aucune classification du point de vue professionnel dans la vie active. Et donc, naturellement, je me suis retrouvé dans une situation où le diplôme suisse, en réalité, c'était comme si je ne voulais penser qu'à ça, c'était comme si j'avais vraiment perdu du temps en Suisse. Ça rejoint un peu l'idée où finalement, je dis au début ici, je m'étais même dit, j'avais encore réaffirmé que si j'avais eu la possibilité de rester en Suisse, je serais resté parce que le diplôme d'ingénieur HES que j'ai eu en Suisse ne vaut rien ici. Ce qui m'a particulièrement marqué au début quand je suis arrivée en Suisse, c'était plutôt la façon de vivre en fait. Parce que au Tchad, j'avais plus l'habitude de vivre avec mes amis carrément. Donc dans le quartier, si on vivait, c'était
une façon beaucoup plus communautaire, tandis qu'ici, je suis arrivée, c'était en appartement. Si je voulais jouer avec mes amis, je devais partir sonner chez eux. Et donc ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué parce que au Tchad, j'avais plus de cette liberté justement d'aller jouer avec qui je voulais, n'importe qui, tandis qu'ici, c'est comme s'il fallait d'abord demander en fait la permission. J'ai essayé et j'avais vraiment la motivation, j'avais la motivation, la volonté, l'engagement même, à la limite, de faire quelque chose au Cameroun. D'une part, pour le Cameroun, parce que je sais qu'on en a besoin. Je sais qu'on en a besoin. Et aussi parce que je me disais, finalement, on ne se sentira jamais mieux nulle part que chez soi même où on est né. Et j'ai essayé, mais franchement, je suis resté 3 mois au Cameroun. Mais il fallait être bien plus préparé que ce que j'avais pensé. C'est vrai que Genève n'est pas aussi grande, mais j'ai fait quelques visites quand même. J'ai fait quelques visites et je trouve que c'est une ville vraiment sympa et une ville vraiment aussi avec une architecture quand même incroyable et surtout très organisée aussi. Au Cameroun, j'avais voulu ouvrir une compagnie. Parce que moi, parallèlement à ma formation d'ingénieur, j'ai travaillé beaucoup en autodidacte comme développeur de solutions web, donc de tout ce qui tourne autour des services web, des sites internet, du marketing ou de toute forme d'application qui peut être déployée sur un serveur web. Donc, j'ai créé comme ça une compagnie qui offrirait ce genre de services. Au début, oui, j'avais beaucoup de mal parce que les gens ne comprenaient pas quand je venais directement pour jouer avec eux sans rien leur demander. Ou je voyais les enfants dans les parcs et j'allais directement jouer avec eux. Donc ça m'a marqué parce qu'il y a aussi des enfants qui ont des réactions un peu négatives. Et puis ça, quand tu es petit, ça te marque. Et ici au Canada, il n'y a pas... tout est déjà fait, quoi. C'est-à-dire, on arrive dans un système, on va que s'appliquer dans un coin précis où on fait des choses spécifiques. C'est vrai que ce que nous rencontrons dans les télévisions et ce qui se passe, il y a une différence. Mais vous savez, moi quand j'étais au Sénégal, je m'intéressais aussi à ce qui se passe là, les journaux, l'Internet. Donc là, facilement, avec cette ouverture, on voit réellement ce qui se passe ici. Ce qui se passe. Donc on a une idée beaucoup plus réelle de ces gens-là, de cette idée-là qu'ils ont dans l'Afrique. Donc je savais réellement ce qui se passe. Seulement la seule différence que j'ai eue, c'est que je ne trouvais pas qu'ici, là en Suisse, les gens étaient aussi froids qu'ils le sont. Parce que, vous savez, les étrangers que l'on voit là-bas en Afrique, c'est des gens qui viennent chez vous, c'est des gens qui ont envie de découvrir ce que vous vivez, c'est des gens qui ont envie de partager avec vous ce que vous faites. Mais là, c'est le contraire. Là, c'est le contraire. Donc, je me suis rendu compte que ces gens-là, l'idée qu'ils véhiculent là-bas, ce n'est pas la même ici que l'on trouve. La question qui revenait en Suisse, d'habitude, c'était après vos études, qu'est-ce que vous comptez faire? Depuis que je suis arrivé ici au Canada, que ce soit pour étudier ou que ce soit pour les études, personne n'a jamais cherché à savoir ce qui se passe. C'est-à-dire que ce n'est plus le même langage. En Suisse, la conversation est classique. Bonjour, je m'appelle Paulin, je m'appelle Hilaire, enchanté, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant. Qu'est-ce que tu étudies? J'étudie électronique à l'école d'ingénieur. Et oui, tu viens d'où? Du Cameroun. Ouais, et ça te prend combien de temps? Ça te prend 2 ans. Quelle année tu fais? Ça fait combien de temps que tu es là? C'est la 2e année. Et après, qu'est-ce que tu comptes faire? C'est presque classique. En Suisse, c'est comme la récitation, là. Comme si je craignais de savoir qu'on va rester là-bas. Mais ici, il n'y a pas ce langage. On ne sait pas, on ne veut pas savoir quand tu viens, quand tu pars. C'est la société, tu fais quoi dans la vie, ça s'arrête là. Le climat, alors, quand j'étais petite, pas vraiment. En fait, pour moi, tout ça, c'était un jeu. Donc, la première fois que j'ai vu de la neige, pour moi, c'était formidable, quoi. D'abord, pour la douane, je dis que toujours c'est un problème. C'est un problème. Quand tu le vois en Africain, eux, la première chose qu'ils pensent, c'est que
c'est comme, vous savez, l'étiquette qui est collée, nous, au noir, au black. Bah, c'est sans papier, tout cela. C'est toujours difficile, les contrôles, parce que moi, par exemple, à la douane, bah, on m'a pris plus de 10 minutes pour des contrôles, rien que des passeports. En Suisse, tu as l'occasion vraiment de parler la langue de chez toi? Malheureusement, pas beaucoup, parce que les seules personnes justement avec qui j'ai encore un lien pour pouvoir le parler, c'est mes parents. Et bon, depuis que je vis à Genève, je les vois moins régulièrement. Et c'est vrai que des étudiants tchadiens ici, j'en ai pas trouvé énormément. Bon, à l'université, j'en ai quand même connu quelques-uns. Mais c'est vrai que quand tu n'es plus tellement imprégné autour de toi, de ta culture, il faut faire attention parce que ça peut quand même un peu s'oublier. Bah, d'abord, quand tu viens, on met là ceux qui sont de l'Union européenne et là ceux qui sont en dehors de l'Union européenne et de l'Europe. Donc le contrôle est beaucoup plus coriace, mais bon, ça va. Cette diversité a quelque chose d'un peu compliqué, d'un peu néfaste, c'est qu'on n'arrive pas à pouvoir combiner toutes ces cultures-là facilement lors d'une formation. Voilà, je viens avec une technologie camerounaise, le malgache vient avec une technologie malgache, ainsi de suite. Alors on vous donne un projet, vous voyez que dans la conception, dans la manière de faire, il y aura toujours quelque chose de différent par rapport à ce que nous connaissons au départ. Les Suisses, ils ont une méthode de construction, les Camerounais, ils ont aussi une méthode. Mais il faut pouvoir combiner les deux, pour pouvoir, pour pouvoir trouver le juste milieu, ce qui va vous permettre, un instant s'il vous plaît. Allô? Parlons d'un sujet un peu, je dirais un peu intime, mais j'espère que ça ne te dérange pas d'en parler ici. Parlons des filles par exemple, puisqu'on est étudiant. Ça veut dire que de temps à autre, on a besoin d'aller en boîte de nuit, d'aller s'amuser un peu, d'avoir une petite copine. Est-ce que toi, par exemple, depuis que tu es là, tu as essayé de faire la cour, par exemple, à une Suissesse? Bah, pas encore, je ne l'ai pas encore fait. Ben, moi là, je dis que dans ce domaine-là, c'est vrai que je ne suis pas trop fort, même quand j'étais au Sénégal. Bah, mais je n'ai pas encore pensé à cela. Bah, c'est vrai que je commence à me faire des amis, vraiment des amis, en Suisse et autres. Mais bah, là, jusque-là, c'est juste amical. Bah, l'avenir, on ne sait pas encore. Mais est-ce que tu envisages de le faire? Je veux dire, est-ce que tu as déjà eu des vues, par exemple, sur une Suissesse Bah, pas encore. Ou là, même autre, hein, parce qu'à Genève, il y a beaucoup de nationalités. Bah là, je vous dis que pas encore. Pas encore, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais bon, jusque-là, je n'ai pas pensé à cela. Mais écoutez, c'est tout à fait possible, vous savez. Là, c'est une vie, hein. Le fait de savoir qu'on est résident temporaire et qu'on va partir, et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on devient après là, si vraiment on ne pense pas trouver une meilleure situation au Cameroun, et que si vraiment la Suisse doit nous demander de quitter, qu'est-ce qu'on devient, ça nous occupe l'esprit. Donc c'est un peu comme si le fait d'être au Canada, ça m'a dégagé 20% de mon esprit, ça m'a libéré 20% de mon esprit. Je n'ai plus de stress de papier. Allô? Oui? Bonjour, madame. Je me sens presque canadien ici, et en Suisse, je ne me sentais pas du tout suisse. Si tu te sentais suisse, c'était un peu comme si tu te trompais, et puis, et comme si tu ne voulais pas savoir, tu ne voulais pas vraiment te figurer la situation dans laquelle tu vas te trouver à la fin, si tu ne sais pas où tu vas, ou si tu ne sais pas ce qui va se passer exactement à la fin de tes études. Ah oui, oui. Ah, je vais très bien. Je vais très bien. Et vous? Oui, oui, au logement. Bon, voilà, effectivement, j'ai fini de mettre les antivols hier. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez avoir le temps ce soir, ce soir, ou demain. Demain plus précisément, ça pourrait m'arranger demain. Et je vous fais visiter les lieux. Mais à quelle heure? Ouais, mais là, ça serait vers 18h. Oui. Donc là, je vais finir ce que je suis en train de faire et j'irai vous faire visiter les lieux. Oui. D'accord, à tout à l'heure. D'accord, merci. C'est une cliente? Oui, au fait, toujours dans tout se fait dans l'architecture. Alors, il y a des projets qui sont en fin, c'est-à-dire que j'ai fini la réalisation et on a mis dans location. Bon, alors, j'ai essayé de mettre mon numéro pour aider le client qui se trouve d'ailleurs en Europe.
Je ne vous dirai pas où, bon, précisément en Suisse, mais la Suisse elle est vaste. Donc voilà, le client, le propriétaire est en Suisse, mais moi je suis dans ces travaux ici et j'ai eu à finir déjà 2-3 appartements. Et alors il y a quelques clients qui se prononcent, quoi. Par exemple, s'il y a un enfant qui jouait avec ses ballons, et moi je venais tout de suite, sans vraiment demander, je commençais à jouer avec et il me disait « Ah non, ça c'est... Tu ne peux pas jouer avec parce que c'est mon jouet », des petites choses comme ça en fait qui m'ont marqué. Quand je rentrais, alors je signalais aux gens, je suis architecte, je rentre au Cameroun, j'essaierai de mettre sur pied une structure ou mon savoir-faire pour que ceux qui sont à l'extérieur et qui peuvent faire quelque chose dans leur pays, qu'ils puissent le faire, puisqu'on a toujours cette arrière-pensée que bon voilà, bon, peut-être avec des preuves. On donne à l'oncle ou au cousin et après on ne retrouve pas le logement où on arrive, on trouve que le terrain qui a été acheté n'est pas le terrain qu'on avait prévu, qu'on avait expliqué, tout ça. Bon, bref, ça m'a permis donc de me faire un carnet d'adresses. Quand je suis donc arrivé au Cameroun, j'ai fait appel, j'ai essayé d'activer cela. Alors quelques personnes se sont prononcées. Je peux vous dire que c'est 80% de mes clients. 80% de tes clients ils sont de l'extérieur, oui. De l'Europe, de la Suisse, du Canada et certains de la France. Le racisme, bon, à l'époque, étant petite, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que c'était. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, en fait. Parce que quand je suis arrivée ici, c'est vrai que c'est un environnement complètement différent. Et bon, le racisme, pour moi, je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque. Donc, c'est surtout dans l'attitude des gens qui me faisait sentir que j'étais différente. Donc c'est là que j'ai commencé un peu à me poser des questions quand même. Et donc à une époque, même quand j'étais petite, il y a quelque chose qui m'a aussi marqué. Je me souviens que quand je mangeais à la cantine, je pensais qu'en fait, que les aliments que je mangeais, ça allait me rendre blanche en fait. Donc ça c'est des petites anecdotes comme ça, mais le racisme vraiment direct, comme on peut en parler maintenant dans les médias, non, ça, en étant petite, tu ne le ressens pas de cette manière en tout cas. J'ai une carte de résidence permanente. J'ai une autorisation de résidence permanente pour les 5 années à venir. Et je dis, avant d'atteindre la fin de la période de validité de cette carte, j'ai déjà la possibilité de postuler à la résidence, à la naturalisation et de devenir canadien au bout de 3 ans. Le visa, d'abord, il faut être accepté ici à l'université. Et quand j'ai été accepté, donc on m'a donné les différents documents que je devais fournir à l'ambassade. Et ces documents, c'est quoi? Ces documents, c'est surtout les diplômes que vous avez eus. Après ces diplômes, carte d'identité, passeport valable. Mais ce qui pose problème, c'est surtout une attestation financière. Imaginez un Africain là-bas en Afrique. On nous demande une attestation, un compte bancaire au minimum de 8 millions. 8 millions de francs CFA. Ça fait 20 000 francs suisses. 20 000 francs suisses dans votre compte. Mais est-ce que quand on est en Afrique, par exemple au Sénégal, et qu'on a un compte suffisamment rempli d'argent, moi je pense qu'on peut se faire les études sans venir à l'UNICH. On peut faire les études et rentrer au Sénégal, rentrer en Afrique. Donc vraiment, si on a ces potentialités, tout ce capital-là dans nos comptes bancaires, on n'a pas besoin d'aller voyager, chercher de la connaissance, on peut le faire. Mais donc c'est ça la contradiction, donc c'est ça qu'on nous a demandé. Et ça c'est toujours un problème, ça a bloqué pas mal d'Africains qui sont là-bas, qui veulent faire les études, mais c'est un problème. Quand il y a des enfants qui venaient peut-être jouer chez moi, quand ils disaient à leurs parents qu'ils vont chez un camarade qui est noir et tout ça, je me souviens qu'il y avait la maman d'un de mes camarades qui ne voulait pas que son enfant mange chez nous. Parce qu'il se disait, voilà, qu'est-ce que nous on mange, c'est peut-être pas sûr, des choses comme ça. Mais je pense que les enfants sont moins... ils sont plus curieux, en fait, c'est de la curiosité, c'est moins du racisme. Parce qu'il y a des enfants, par exemple, qui viennent, qui te touchent la peau, ils veulent simplement comprendre. Donc je pense que quand on est petit, c'est pas vraiment du racisme, c'est plus de la curiosité, mais le racisme il vient plutôt d'en haut, à mon avis en tout cas. À l'école au début, moi je ne savais pas, ce n'était pas facile pour moi de me faire des amis. J'étais toujours un peu repoussé, mais au fil du temps, quand on causait, on essayait de s'échanger d'idées. Bon, je suis resté avec quelques-uns. Est-ce que tu as quand même gardé des contacts avec quelques amis là-bas? Oui, 2.
je crois, de plus précisément. Et comment ça se passe avec eux? Non, très bien, très bien. Si je les appelle, ils vont, ah, mais ça va bien, voilà. Et même, on est en train de réfléchir à une sorte de petit colloque entre amis, c'est-à-dire je les invite pour des vacances au Cameroun. Et plus tard, bon, j'espère que l'ambassade suisse va me donner un visa pour venir. Mais bref, ce n'est pas là mon problème. Pour rentrer en Suisse? Oui, ne serait-ce que pour aller rendre visite aux amis, revoir un peu. C'est un peu une sorte de nostalgie. Vous croyez que quand je reste là, je n'ai pas cette nostalgie? J'y ai vécu pendant quand même, en grosso modo, 5 ans. Donc, quand même, c'est une partie de ma vie. J'ai laissé quelque chose. Je vous parle du bois des frères, ce n'était qu'un baraquement en bois. Mais je vous parlais on appelle ça le carnaval, ce qu'ils font en juillet là, la fête de Genève, oui, avec son petit défilé là. Ça me manque souvent quand cette période arrive au Cameroun, dire, tiens, à Genève, ils doivent être en train de rigoler, de se saouler là. Bon, j'appelle que 2-3 amis, je dis, ah mais comment ça va, machin, la fête. Bon, ça manque. Ça, si je vous dis le contraire, c'est que j'ai menti. Ça manque souvent. Bon, bien sûr, avec le temps, ça va s'effacer complètement. Personne ne m'a aidé, ni le gouvernement, ni le ministère, nous, mon établissement. Et surtout, parce qu'au Sénégal, surtout les bourses, c'est vers la France comme ça. Pour la France, il y a beaucoup de bourses, mais quand il s'agit de l'université, quand il s'agit de la Suisse, du Canada, souvent, c'est très difficile. Et je vous dis que si vous n'êtes pas dans le système politique, bah, écoutez, vous n'avez pas de chance de bénéficier de ces bourses-là. Je suppose que ce n'est pas l'État qui a financé tes études en Suisse. Non. Et ce n'est pas non plus l'État qui t'a sollicité pour que tu rentres au Cameroun. Non plus. Mais est-ce que du moment où tu es rentré au Cameroun, est-ce que l'État camerounais sait que tu existes? Bon là, sincèrement, je ne crois pas, mais peut-être quelques dirigeants pouvaient savoir qu'un certain monsieur Ndongo existe parce que mes projets défilent entre leurs mains pour la validation. J'ai la chance d'obtenir une bourse en fait du canton de Berne, parce qu'en fait je réside dans le canton de Berne, je suis venue ici pour l'université et j'ai aussi la chance d'avoir un job à côté. Donc là je travaille dans un magasin chaque samedi et dimanche et jeudi soir en fait. Donc ça aide beaucoup. J'étais obligé parfois de faire beaucoup d'heures d'absence à l'école parce que je devais travailler quelques heures supplémentaires pour pouvoir gagner ce qu'il fallait pour subvenir à certains besoins de la famille. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire combien à peu près tu envoyais combien au Cameroun par année? 5 000 francs, 10 000? Plus? Non, c'est-à-dire que c'est un taux fixe à la rentrée par exemple, c'est-à-dire un taux moyen à la rentrée de 1500 francs suisses. Et à la longue, pendant l'année, c'était vraiment aléatoire comme ça, en fonction des problèmes qui arrivaient. Ok. Parce que le taux fixe, il fallait inscrire les enfants à l'école, acheter les documents scolaires et tout ça. Mais pendant l'année, c'était juste spontanément, il y avait des besoins. J'étais contacté pour des situations d'urgence et je devais me battre pour que les gens, soi-disant, ne se retrouvent pas dans la merde. Parce que quand ils me contactaient, c'était vraiment pour me dire, si tu ne fais pas le geste qu'il faut, ça va être vraiment très, très grave. Est-ce que tu as gardé des contacts avec des amis d'enfance au Tchad, par exemple? Oui, bien sûr. Tu les appelais quand tu étais petite? Bon, pas quand j'étais petite, c'est plutôt mes parents qui appelaient, mais bon, à chaque fois, elles me passaient mes amis au téléphone, tout ça. Et jusqu'à présent, on garde toujours contact, on s'écrit, on s'envoie des mails. Ou si je pars en vacances, on peut se voir et tout. Mais quand je suis arrivée en premier lieu ici, ma première préoccupation, c'était plutôt de m'intégrer. Donc c'est vrai que je n'ai pas tellement gardé contact au début. Après mon diplôme, en 2007, je travaille à Transvoirie. Pendant les vacances, ça me fait un peu de thunes. Je fais le nettoyage. Et comme par chance, mon chef me permet donc d'arrondir encore des fins du mois tout en me donnant quelques heures supplémentaires. J'ai réussi donc à me faire sérieusement dessous, presque, on peut dire en gros 30 000 francs suisses, où j'injecte 20 000 francs dans l'achat du matériel de construction, c'est-à-dire les marteaux-piqueurs, les vibreurs, les compacteurs, avec un compatriote
du génie civil, monsieur qui tue au trésor. Et alors on s'associe, on achète le matériel à plus de 40 000 francs suisses, on achète un fourgon, on met le matériel, on scelle, on soude, on envoie pour l'Afrique. Oh, bon, mais je vais vous surprendre. Quand j'ai fait les recherches, j'ai trouvé la socio-économie. Et l'Université de Genève était l'une des rares universités ici occidentales qui enseignait la socio-économie jusqu'en doctorat. Les autres universités ont donné des cours de master. Et donc là, j'ai choisi l'Université de Genève. Mes premières démarches, je les ai faites l'année passée, mais j'étais un peu en retard, ça n'a pas marché. Et donc cette année-ci, que j'ai tenté encore et ça a marché. Voilà mon choix pour l'Université de Genève. Alors le bateau qui prend le matériel, c'est un bateau qui transporte le matériel, c'est un bateau brésilien. Et ici, le fourgon, le déchiquette avec les meules, on voit carrément les traits de meules sur le fourgon. Bon, si j'ai encore quelques photos là, je peux vous montrer. Et il nous vide tout le conteneur. Donc le conteneur a été vandalisé complètement. Complètement, alors 40 000 francs suisses dans l'eau. Commence à avoir beaucoup d'amis. C'est ça, nous en tant qu'Africains, c'est ça que nous connaissons. Imaginez, vous venez dans une classe, personne ne se salue pas. Personne ne salue. Là, quand même, je pense que je ne peux pas le faire. Donc, je commence à me retrouver à avoir aussi des amis. Voilà, c'est ça. Pendant les 6 premiers mois, c'était un peu très difficile pour nous. Au Cameroun, il fallait essayer de vivre sur les derniers petits moyens que nous avons eus en quittant, c'est-à-dire les derniers salaires de mois. Et aussi l'AVS qui vient aussi un an après. Pour ça, il faut aussi que ce n'est pas négligeable l'AVS. Payer ses impôts en Suisse. Bon, c'est pas que je fais une publicité de payer ses impôts, mais ce n'est pas négligeable. Parce que quand j'arrive au Cameroun, on m'envoie mon AVS, ça me permet de construire carrément une villa pour ma mère. Même avant que je parte en Suisse, j'aidais déjà beaucoup mes parents parce qu'ils travaillaient déjà depuis presque 6 ans. Et de plus, quand je suis parti en Suisse, c'est clair que le fait d'aller en Suisse, ça suscite encore davantage le fait de dire que, bon, maintenant, désormais, notre grand frère, il est en Suisse. Ouais, la différence aussi énorme que j'ai trouvée, c'est qu'ici, vraiment, vous avez un amour d'apprendre. C'est que là, il n'y a pas beaucoup de contraintes. Ici, quand vous faites un cours avec un professeur, mais c'est comme des potes. Je pense que chaque personne préférait rester auprès de sa famille, étudier, vivre auprès des siens. Mais si tous ces étudiants s'en vont, c'est forcément qu'il y a un problème. Et je pense que dans ce cas-là, le problème qu'on doit chercher à résoudre se trouve d'abord au pays même. Donc c'est pas en étant ici qu'on peut non plus apporter la solution. Mais réellement, pourquoi je quitte la Suisse? C'est ce que vous deviez me demander. Parce que je suis nettoyeur. Avec un diplôme d'architecte? Avec un diplôme d'architecte. Je continue à faire mon nettoyage. Je continue à vider les poubelles des Suisses par l'entremise de la ville de Genève et Transvoirie. L'enseignement est un peu différent parce que nous faisons un enseignement un peu généralisé. Donc quand on vient là, la chose qui m'a marqué à ce niveau-là, quand il y a des échanges, c'est que moi personnellement, je me rends compte que nous avons un esprit d'ouverture beaucoup plus large que les étudiants que nous avons trouvés ici. Moi je trouve ça dommage que des étudiants viennent ici, étudient, obtiennent un diplôme et que directement ensuite ils doivent rentrer chez eux. C'est vraiment dommage parce qu'ils perdent des belles opportunités. Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est de se former ici à l'Université de Genève et aller servir mon pays. Ça, c'est mon plus grand rêve et je ne pense pas autrement. Je veux servir mon pays, surtout dans cette branche-là, parce que je sais que mon pays en a besoin. Ça, c'est mon rêve et une fois que ma formation est terminée, je n'hésiterai pas de rentrer. Mon frère l'a fait. Cette année-ci, il a été recruté par l'université, là-bas au Sénégal. Donc, je pense que je me suis engagé à le faire et je ne suis pas prêt à servir vraiment d'autres horizons. L'Afrique, c'est ma priorité. Voilà. Si on regarde actuellement les politiques, les campagnes publicitaires, par exemple, du MCG ou bien de l'UDC, on crée aussi cette crainte chez la population, comme quoi les gens vont venir prendre le travail. Donc, c'est pour ça aussi que, malheureusement, les gens sont sceptiques. Je continue à bosser là-bas, je continue à nettoyer le soir les bureaux.
Et alors, un beau matin, un petit Portugais qui n'a jamais été à l'école me dit, Monsieur Ndongo, malgré que tu as fait l'école d'ingénieur, tu es là, tu nettoies avec moi. Ah, je dis, mais attends, tu crois que je nettoie parce que... Ah, mais chez toi, il y a la guerre, on tue tout le monde. Pourquoi vous ne rentrez pas? Je dis, mais toi aussi, tu n'es pas rentré chez toi. Pourquoi? Il dit, ah, mais je suis quand même marié ici avec une Suisse. Il dit, mais moi, je ne peux pas me marier pour avoir les papiers, je rentre chez moi. Il a dit, ah, mais rentre donc, je vois. J'ai dit, bon, je m'en vais la semaine prochaine déclarer, je m'en vais. Et je suis parti déclarer. Est-ce que tu entreprends un jour d'aller te réinstaller au Tchad? Oui, alors pour moi, c'est vraiment un grand rêve. J'aimerais vraiment, dans la mesure du possible, pouvoir m'installer, pouvoir y travailler. Parce que c'est vrai que je suis ici en Suisse. La Suisse m'a beaucoup apporté. C'est là où j'ai fait mes études. Peut-être c'est là où je vais décrocher mon premier emploi. Mais dans le long terme, j'ai vraiment envie de retourner dans mon pays. Quel que soit le confort que je trouve ici en Suisse, écoutez, je ne vais pas m'y retrouver. Tout ce que je veux, c'est aller chez moi. Mais il peut arriver qu'au cours de ces années, tu trouves par exemple, tu te maries par exemple à une Suissesse et que du coup ta famille s'étend ici en Suisse et que tu deviens sénégalais et je dirais entre guillemets suisse à la fois. Mais est-ce que tu laisseras cette famille-là ici pour entrer au Sénégal? Non, 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 écoutez, moi j'ai des ambitions quand même beaucoup plus importantes que cela. Non, même vivre avec ma famille ici en Suisse, bah, non, 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 quelles que soient les conditions, moi je ne pense pas. Je ne pense pas, tout ce que je veux c'est de travailler pour mon pays. C'est une dette que je dois rendre. C'est ça le problème. C'est une dette que je dois rendre et je vais retourner au Sénégal. Ça, ne vous en faites pas. J'espère que d'ici quelques années, nous nous verrons. Vous allez voir. Il y a toujours cette arrière-pensée de se dire, bon, même si je suis suisse dans les papiers, tu le ressens quand même au fond de toi que même si on te demande ton origine, si tu dis que tu es suisse, on va toujours te demander mais de quelle origine. Donc, ça te renvoie toujours malgré toi, même si moi je me sens suisse, malgré moi, tout ce qui m'entoure me renvoie justement au Tchad et ça je pourrais pas y échapper. Quand je suis arrivé, comme les Suisses, eh ben, ce que j'ai trouvé là, les Occidentaux, ils étaient froids. Vraiment, quand je voyais une tête noire, tu ne pouvais pas comprendre ce que cela me faisait. J'avais envie de discuter avec ces Africains-là. Et là, vraiment, ils m'ont bien accueilli, comme chez eux, discuter, de vous dire réellement les difficultés. Donc, même quand on se rencontrait dans les bus, bah, on n'hésitait pas de discuter. Bah, vous venez d'où? Je viens du Burkina, moi je viens du Cameroun, du Sénégal. Donc là, vraiment, c'était la chaleur africaine qu'on a rencontrée. Depuis 2008 que tu es au Cameroun, donc oui. de 2008, juin 2008 à aujourd'hui, septembre 2010, oui. Combien de chantiers en moyenne tu as pu gérer? Oui, bon, disons, au niveau de la réalisation, c'est-à-dire la réalisation concrète, avec effet, c'est au moins 13 chantiers dans lesquels on peut compter 5 finis, 5 livrés, c'est-à-dire avec tout le nécessaire, mais les autres, bon, c'est encore en cours de réalisation. Bon, maintenant, il y a aussi le projet proprement dit, conception, des plans, des vieux consorts, il y en a plusieurs. Vu même peut-être une cinquantaine. Je vis ici, mais je vais quand même de temps en temps en vacances. Et c'est tout simplement la manière d'être des gens, c'est très différent. Il y a certains codes sociaux qui sont complètement des choses que tu fais ici que tu peux absolument pas t'imaginer faire là-bas. Et je pense aussi, l'énorme différence, c'est vraiment la communauté en fait, la façon de vivre dans la communauté. Ici, c'est un petit peu plus individuel. Bon, je dis ça sans jugement de valeur, hein. Ça peut être positif comme négatif. Ouais. Mais en Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique, c'est vraiment la communauté qui est plus au-dessus de l'individualisme. D'accord. Est-ce qu'un Africain aussi ne peut pas décider, je vis en Suisse, j'aime la Suisse et je ne rentre pas en Afrique? Est-ce que tu trouves ça justifié? Ben écoutez, vous savez, les Européens, pour construire l'Europe, ils sont venus en Afrique. Ils se sont emparés de nos sciences en Égypte. Vous savez que Pythagore a fait plus de 20 ans en Égypte. Et même d'après les dires, il a trouvé son théorème en Égypte. Donc ces Occidentaux, tout ce qu'ils ont construit, ils l'ont pris en Afrique. Donc nous aussi, nous sommes obligés, et c'est un devoir, je dis, d'aller en Occident, quel que soit, je pense, les universités, aller voir ce qui est bon, la copier et de venir en Afrique, s'installer en Afrique et le construire.
Mais ces immeubles-là, cette architecture-là, on a besoin de venir ici, d'apprendre comment ça se fait et d'aller en Afrique à construire. C'est une obligation. Oui, et de rentrer parce que, je le dis tout à l'heure, ne pensez pas que ce sont ces Occidentaux qui vont rentrer en Afrique à construire. Non! Si nous restons en Afrique, demain encore, nos enfants viendront ici. Si nous restons, je veux dire, ici en Occident, demain nos enfants encore viendront en Occident faire la même chose. Vivre dans des difficultés et encore de se marier peut-être avec une occidentale comme ça pour se faire une belle vie, mais ça n'a pas de sens. Mais je pense que nous devons avoir des ambitions beaucoup plus importantes que celles-là. Est-ce que tu as déjà ressenti un jour la présence de l'État camerounais dans ta vie d'étudiant? Aucune, dans aucun sens, que ce soit en Suisse ou ici. Est-ce qu'en vivant à Genève pendant 5 ans, il y a eu un apport, un soutien quelconque de la part de l'État camerounais? Non, même pas un centime. Est-ce que tu en avais déjà demandé? Mais puisque, bon, peut-être aujourd'hui il y en a. Oui. Peut-être aujourd'hui il y a les possibilités d'avoir des bourses, des aides, mais à notre époque, il n'y en avait pas. Par le passé ou même aujourd'hui, est-ce que tu as souvent des problèmes de séjour? Non, alors actuellement, non, puisque j'ai fait la demande de naturalisation. Mais autrefois, quand j'avais le permis C, non, avec le permis C non plus, tu ne rencontres pas tellement de problèmes. Mais par exemple, dès que tu as le permis B ou bien un permis inférieur, ça devient déjà plus difficile, par exemple, pour travailler. Parce qu'il y a des restrictions, tu peux travailler seulement certaines heures par semaine. Et ça, quand tu penses au coût de la vie ici et qu'on te limite, c'est vrai que c'est difficile ensuite de concilier tes études avec le travail. Et je pense que les gens qui ont des problèmes de papier, pour eux, ça doit vraiment être très difficile de s'en sortir. La finalité, c'est le Cameroun. Je serai de retour là. Je trouve que les Africains, spécifiquement, ont énormément de difficultés à être accueillis ailleurs. Et je ne comprends pas tellement cette politique, puisque en Europe, on regarde si des politiques comme Schengen qui permettent à tous les ressortissants des pays européens de circuler librement. Et pourquoi pas avoir aussi cette vision beaucoup plus large. Je retournerai rapidement là-bas parce que au final, je dirais, c'est là que se trouve notre richesse. Quand on parle d'immigration, je trouve que c'est toujours connoté négativement en fait. Et moi je me demande est-ce que ce ne serait pas possible de le prendre sous un autre angle, de voir qu'est-ce que ça peut apporter justement. Si on prend l'université de Genève, essayer de s'imaginer mais quelle serait cette université sans tous ces étudiants étrangers. Qu'est-ce que les immigrants peuvent apporter en Suisse? Comment faire en sorte qu'ils ne se sentent pas toujours stigmatisés? Et là, je pense que c'est un travail à faire, non seulement chaque Suisse, peut-être individuellement, mais aussi un travail de l'État, de l'éducation. Mes frères m'ont dit, pourquoi tu es rentré? Ils m'ont dit, mais là-bas, vous cueillez l'argent, non? Je dis, non. Moi, je nettoyais. Hein. Les chiottes, là, je maîtrise les chiottes. Le pot, imaginons que je prenne par exemple une matière, comme on dit au Cameroun, une matière suisse de 60 ans. Et que je me marie, hein, ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? Bon, si je marie une matière, du coup j'ai les papiers et je n'ai plus besoin d'aller au Canada, non? Si j'avais eu une grand-mère à épouser en Suisse pour rester là maintenant, et que j'avais la possibilité de venir rester au Canada, moi je viendrais au Canada faire ma vie. Et tu allais laisser la grand-mère où? Non, je ne vais pas faire l'aide humanitaire en Suisse là. Non, je veux dire, si les règles du jeu étaient les mêmes pour tout le monde, est-ce que tu penses qu'il y aurait tant de mariages blancs, tant de divorces précipités? Non, non. Ceux qui peuvent rentrer, qui rentrent sans problème. Le Cameroun a besoin d'eux. Le Cameroun doit se construire avec eux. Ce n'est pas l'Européen. Aujourd'hui, les Chinois ont envahi le Cameroun, comme ils envahissent tous les autres pays africains. Mais ça ne serait pas. Le Chinois n'est pas là pour construire le pays. Il est là pour faire son commerce. Il vient s'enrichir pour partir.
Bon, ils nous ont fait deux réalisations, quelques routes là. Oh, bon, bien sûr, ils ont fait quand même des routes, mais en retour, qu'est-ce qu'on leur a donné? Beaucoup de minerais. Ils nous ont fait le stade. Ils sont eux-mêmes venus construire. Même si j'obtiens une résidence suisse maintenant, je ne pense pas que je viendrai en Suisse. Parce qu'ici, c'est clair, le Canada est beaucoup plus vaste, beaucoup plus grand que la Suisse. Beaucoup plus de possibilités. Encouragerais-tu les jeunes Camerounais aujourd'hui en quête de bien-être, en quête d'avenir, à se rendre en Europe? Pour se former, oui. Pour se former, je les encouragerais. Et si on regarde l'avenir, c'est plus les enfants. Celui qui va rester en Suisse, et imagine dans un pays comme la Suisse où tu vas rester, où si tu fais des enfants, à la naissance, ils ne sont même pas encore suisses, alors que ici, l'enfant, quand lui, il est né, il est canadien. En Afrique, tu dois t'occuper du cousin, du neveu, de la nièce, de la 4e génération inférieure, je ne sais pas à quoi. Bref, tu dois t'occuper de toute la famille. Mais est-ce qu'en retour, on n'a pas aussi l'avantage d'être bien entouré? Ah oui, il y a une cérémonie comme mon mariage que j'ai fait dernièrement. En ce moment, voilà, il y a toute cette famille qui revient, ils sont reconnaissants. C'est pour ça. C'est ça qui fait la différence entre l'Africain et l'Européen. On sent tous deux. Si je suis malade là, si j'écris là, 2 secondes, ils seront tous là. Ils vont venir de tous les horizons. De l'extrême nord du Cameroun, au sud du Cameroun, de l'est à l'ouest, ils vont tous venir, ils vont se retrouver à Douala pour dire qu'est-ce qui ne va pas à notre fils. Au bout de 6 ans, le mode de vie, dans le mode de vie, je me sentais suisse dans le mode de vie. Mais c'est sûr que dans ma tête, j'étais resté camerounais jusque-là parce que... Mais tu te sentais suisse dans le mode de vie comment? Parce que tu mangeais de la fondue ou tu... Parce que je mangeais de la fondue, c'est-à-dire que je me sentais suisse. Je me sentais vraiment habitué à la Suisse. L'idée des illimitées années que sur cette terre j'aurais à passer impose à mon esprit l'insureté et m'ampute de toute volonté d'espérer. Les avions sur le ciel non illuminé, perceptibles grâce aux phares allumés, m'affectent au cœur le lâche désir de rentrer, comme si j'y étais arrivé pour quelques journées. Ça fait 6 ans et 6 mois que j'ai quitté mon pays natal, le Cameroun. 6 ans et 6 mois que j'ai aperçu, comme rarement auparavant, le spectre de la tristesse posséder le visage de mon père dans le hall principal de l'aéroport international de Douala. 6 ans et 6 mois que j'ai abandonné mes 2 petites sœurs qui avaient respectivement 5 ans et 9 ans. 6 ans et 6 mois que j'ai quitté Lily en lisant dans ses yeux immergés de larmes le doute sur l'idée que je reviendrai un jour me présenter à ses parents. Désormais c'est sûr, ça n'aura plus lieu. 6 ans et 6 mois que les cris d'enfants jouant librement dans les rues en terre de mon quartier me manquent. 6 ans et 6 mois que je n'entends plus le bruit appétissant du mortier de ma mère retentir dans mon ventre affamé à des centaines de mètres de chez nous. Le jour de mon départ, elle n'était pas présente à l'aéroport. Trop dur pour elle de me voir partir pour un voyage au retour indéterminé. C'était le 26 mai 2004. Je m'en souviens encore, comme si le temps n'avait pas passé. Comme si je n'avais pas traversé la Méditerranée. Comme si j'étais passé de la réalité à la fiction. En effet, depuis que je suis ici, j'ai l'impression que mon imagination a remplacé ma conscience, que ma relation à la société occidentale est onirique. Chacun existe pour soi et la virtualité prend le dessus sur le réel. On me regarde sans me voir, je regarde sans comprendre, et je me cherche dans un monde où le mutisme prend tout son sens, malgré l'étendue des moyens de communication. Génération baladeur, MP3 et silence dans la plupart des transports en commun. Si je mêle à cela la masse de réseaux sociaux sur Internet, c'est que la solitude va bientôt nous tuer. Je m'interroge souvent sur la sincérité de la politesse des gens ici. Noir, jaune, blanc, rouge ou vert soit-il, il m'arrive de penser que le multiculturalisme n'est pas encore sorti des statistiques. Et la politesse, sentiment sincère ou formalité qui au final fait de nous tous des automates, moi y compris. Au début, j'étais fasciné par le sourire continu de la caissière du supermarché. Mais aujourd'hui, je me demande encore s'il s'agit d'un vrai sourire. Quelquefois, je préfère le sourire rare et sincère de la vendeuse de beignets du marché local de Yaoundé. En vérité, la caissière sourit-elle ou est-elle simplement programmée comme la machine qui scanne le code barre des produits
et émet un son qui signifie qu'il a enregistré? En vérité, ce n'est pas la caissière qui est responsable de son sourire. C'est tout un système qui pousse les gens à sourire contre leur gré. Car à chaque fois, j'oublie son sourire aussitôt que je quitte le supermarché. Il me semble qu'ici, très peu de gens sourient en vrai. Puisqu'en effet, sourire et mettre ses dents en évidence, c'est deux choses bien différentes. Je me demande si moi aussi, à force de rester ici, je n'ai pas perdu la faculté de sourire naturellement. En 6 ans et 6 mois, je suis allé plus de 7 fois à l'Office des étrangers pour renouveler mon permis de séjour et à chaque fois, j'ai une preuve de plus que je ne suis pas chez moi, que je suis un étranger, comme on me désigne très souvent. Dans mon pays, le mot étranger n'avait pas de sens pour moi. J'étais ému quand j'avais la chance de rencontrer un Sénégalais, un Gabonais, un Rwandais, un Européen, un Américain, un Asiatique, un Angolais, un Martien si vous voulez. Dans mon pays, les étrangers sont choyés. On ne leur demande pas de s'intégrer, on les intègre. On ne vote pas de loi les ciblant particulièrement. On n'associe pas étrangers à criminalité, comme si les autochtones avaient tous enfanté le Saint-Esprit. On ne les appelle pas des sans-papiers, ni même des dealers parce qu'ils sont blancs, alors que Dieu seul sait que des blancs dealers, on pourrait en trouver en Afrique. Peut-être pas dans la drogue, je le soupçonne sans jugement de valeur. Il y en a probablement dans le diamant, le pétrole, l'or, le sexe et j'en passe. Qu'on fait semblant de s'étonner de voir des Africains débarquer à Lampedusa, alors même que certains soldats africains défilaient encore devant la France des droits de l'homme le 14 juillet 2010. J'ai failli mourir de rire ce jour-là. Pour parler un peu comme François Fanon, ne serait-il pas légitime de penser que l'Afrique est gouvernée par des caricatures de la colonisation peintes en noir? Dans mon pays, les mots tels que immigration, intégration, musulman, noir, arabe, sans-papiers, naturalisation au permis de séjour ne sont pas le refrain de l'actualité. C'est en Europe qu'ils ont fait irruption dans mon langage. Pour moi, tout ce blabla n'est que mensonge et hypocrisie. Qu'ils soient de droite ou de gauche, j'ai du mal à les croire. Moi, je ne suis ni de droite ni de gauche, en tout cas pas pour l'instant. Je ne suis qu'un étudiant qui ne cherche qu'une chose, étudier. Je ne suis qu'un humain qui ne cherche qu'à vivre et à laisser vivre. L'Europe fredonne sans cesse le refrain de l'intégration dans les oreilles des étrangers. Qu'en sait-elle? Comment m'intégrer dans un pays où je vis en sursis? Un pays qui me torture chaque fois pour me délivrer une autorisation de séjour. Comment s'intégrer dans une Europe qui prône les droits de l'homme et pratique la chasse à l'homme au XXIe siècle sur son sol, en faisant les yeux doux à certains chefs d'État africains qui s'éternisent au pouvoir en gouvernant leur pays depuis une suite d'hôtels luxueux en Europe? L'un des épisodes les plus marquants est celui de ce 11 novembre 2009, où j'ai passé une nuit dans la prison de Biberbrook en Suisse alémanique. Ah, ces 3 douaniers suisses, n'avaient-ils pas supporté de croiser un Africain étudiant? Je me le demande, parce que, en effet, je n'avais pas accepté pour une insulte que je n'avais pas commise de m'excuser. C'était lors d'un contrôle, et j'avais reproché à l'un de ces douaniers leur impolitesse. « Monsieur, quand je vais au Cameroun, les policiers ne sont pas gentils avec moi, et c'est à peine s'ils me mettent pas un fusil sur la tempe. » Il le dit en brandissant son doigt vers mon front. « Monsieur, ceux qui foutent la merde en Suisse, ce sont les étrangers, et particulièrement les Noirs. » Mais où avez-vous lu ça? C'est la presse qui le dit. Et vous, quelle en est votre interprétation? C'est la vérité, puisque la presse le dit. Le discours était-il trop élevé, trop posé pour un petit Africain? Mais monsieur, comment ça se fait que vous êtes plutôt étudiant? Mais, vous parlez bien français, allemand, anglais en plus. Ce n'est pas normal. Vous nous avez insultés. Excusez-vous, sinon vous allez goûter au plaisir de porter des bijoux siamois. Et comme dans un film policier, je me retrouve au fond d'une prison, lit en béton, chiottes par terre, avec du poivre dans les yeux, qui me chauffe les épaules, le corps, la tête. Quand j'y pense, je sens toujours la douleur de ce poivre, dans mes souvenirs, dans mon esprit, dans ma psychologie. On dirait un esclave pris dans le piège de clairvoyance d'un monde ouvert, pétri de mondialisation et de droits de l'homme. J'ai entendu récemment une dame dire que dans ce pays, le racisme n'existe pas. En tout cas, pas comme en France ou en Belgique, soutenait-elle. Eh bien, laissez-moi vous dire, madame, que j'aurais bien aimé vous croire si seulement j'en avais la certitude. Quand je suis arrivé à Genève pour la première fois, j'ai failli penser comme vous,
en voyant quelques Noirs au volant d'un bus, d'un tramway, des Noirs faire de la plonge, des Noirs faire du nettoyage, quelques Noirs avoir une activité professionnelle, des Noirs diplomates. J'ai failli manquer au jugement profond et me satisfaire de quelques évolués isolés. En observant de près, j'attends toujours de voir des Noirs au guichet de la banque. J'attends qu'on arrête d'afficher des Noirs sur des posters en les confondant à des moutons, noirs ou blancs fussent-ils. J'attends qu'on cesse de plaquer des enfants d'Afrique sur des grands formats le long des rues européennes en prétendant combattre la misère en Afrique, alors même qu'on n'a pas fini de la combattre sur le territoire européen. Comment la misère sur une photo réussit à faire frémir les gens plus que celle des étrangers vivant sur place? Je n'inciterai point la rancœur, car je suis un homme du présent, qui travaille pour le futur, en s'inspirant du passé, des causes, de l'histoire. Je suis plus que jamais fier d'être africain, et noir surtout, car je crois dans l'avenir de ma couleur, sans mépriser les autres bien sûr. Je n'attends plus rien de l'élection d'Obama, au risque de confondre président des Noirs et président des États-Unis d'Amérique. Ce qui me suffit, c'est de savoir qu'un semblable y est arrivé, de pouvoir regagner confiance en moi, en ayant désormais une possibilité de plus de m'identifier à quelqu'un qui me ressemble. En tout cas, désormais, j'ai mieux l'impression que je fais partie de la photo de famille. Yes, I can, because a black man like me did it. Mais je n'attends pas qu'il vienne travailler à la place du président de mon pays. J'ai aussi un rêve, qu'un jour, toutes les races s'unissent enfin pour combattre l'ennemi, le vrai, celui qui nous est commun à tous. Notre ennemi, c'est le chômage, c'est le capitalisme, c'est le cancer, c'est l'Alzheimer, c'est la pauvreté, c'est l'injustice. Je crois aussi que j'ai le droit de vivre où je veux, parce que la richesse de ce monde m'appartient aussi. Elle nous appartient tous, qu'on soit d'ici et ou de là-bas. Don't stop it, don't stop it, don't stop a fight.